Val d'Oise. Le magazine du Conseil départemental du Val d'Oise. Bienvenue dans Val d'Oise, le magazine qui vous parle, une publication du Conseil départemental du Val d'Oise, numéro 3, janvier-février 2016. À la une photo de Gilles Le Gardinier, l'écrivain qui jongle avec les genres et les livres. Le territoire en question, les pompiers du Val d'Oise. Notre dossier, changement climatique, portrait de Jean Jouzel. Suivez le guide, image par image. Le débat, Vanessa Gladon et Marie-Évelyne Christin, le sport au féminin. Le magazine Val d'Oise vous est proposé par le Conseil départemental du Val d'Oise. Directeur de la publication Arnaud Bazin, président du Conseil départemental. Directeur de la communication Johan Ettoré, rédacteur en chef Martine Simonet. Cette publication vous est proposée en version braille ou sonore. Abonnez-vous par téléphone au 01 34 25 31 52 ou par mail à l'adresse valdoise@valdoise.fr. L'édito d'Arnaud Bazin, président du conseil départemental. Pierre Dac disait fort justement que la prévision est difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir. Qu'écriront les historiens lorsqu'ils se pencheront sur l'année 2015 en France ? Ils s'arrêteront immanquablement sur les attentats terroristes qui ont ensanglanté notre pays et sur la dignité du peuple de France, fidèle dans ses épreuves à ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Ils constateront sans doute la persistance de notre faiblesse économique. Dans un contexte favorable de taux d'intérêt bas, d'euros faibles et de pétrole bon marché, la croissance française reste désespérément plate. Cela alimente un taux de chômage au plus haut depuis 1997 et la lassitude de notre société qui ne croit plus aux promesses venues d'en haut et trop souvent bafouées. Ils en tireront peut-être des conclusions relatives aux résultats des élections régionales du mois de décembre après les départementales du mois de mars. En Île-de-France, Valérie Pécresse a été élue présidente du conseil régional. Je la connais, c'est une femme exceptionnelle à plus d'un titre. Je lui fais entièrement confiance pour redresser barre de notre région en matière économique dans les transports ou les lycées. Je sais qu'elle aura une attention particulière pour notre département du Val d'Oise qui a été trop longtemps négligé. Nous y travaillerons ensemble. C'est fort de cette nouvelle relation avec l'institution régionale que le conseil départemental clôt cette année 2015 éprouvante et regarde vers 2016 et l'avenir. Un avenir qui ne s'écrira favorablement que si nous savons tous nous montrer engagés, courageux et solidaires. Vous pouvez compter sur nous. Je vous souhaite une bonne année 2016. La question du net, question de Richard Faris, le 27 novembre 2015. Quel serait l'impact sur notre qualité de vie si le projet de fret ferroviaire vers Le Havre voyait le jour ? La réponse d'Arnaud Bazin. Le département a exprimé un avis négatif sur ce projet. Si le fret vers la Normandie doit bien concilier le développement durable, nous jugeons inopportun l'utilisation d'une ligne ferroviaire traversant des zones très peuplées avec un trafic voyageurs dégradé qu'il conviendrait d'améliorer d'abord. Nous réalisons des mesures de bruit pour avoir des références précises sur la circulation ferroviaire. Nous craignons aussi l'impact sur la circulation routière au niveau des passages à niveau. L'alternative existe avec la liaison fluviale bien adaptée au transport des matériaux entre Paris et Le Havre. Si vous souhaitez également poser votre question, rendez-vous sur la page Facebook du Val d'Oise. J'aime le Val d'Oise, le coup de cœur de la rédaction sur les photos que vous diffusez sur les réseaux sociaux. Un cliché pris par Pascal Steyer de Pontoise, lumière de la ville. Arrivé dans le Val d'Oise depuis juin 2015, nous découvrons ce département. Venant de Seine-Saint-Denis, nous retrouvons une dimension humaine à Pontoise, offrant les avantages de la ville mais aussi la proximité immédiate de la nature. Deux univers complémentaires qui nous font penser à Metz et sa campagne, notre région d'origine. Préparer l'avenir. Bien connaître son territoire pour mieux comprendre l'actualité et le monde. Fidèle à cette ligne éditoriale, votre magazine croise, avec les analyses des élus départementaux, les portraits et les réflexions de personnalités d'autres horizons. Le climatologue Jean Jouzel, l'écrivain Gilles Le Gardinier ou la championne Vanessa Gladon. Au sommaire de ce numéro 3, l'éditorial d'Arnaud Bazin, président du conseil départemental. Zapping. Le territoire en question, le SDIS 95. L'invité, Gilles Le Gardinier. Ça fait débat. Le sport féminin, Marie-Évelyne Christin et Vanessa Gladon.
Le dossier de votre magazine Changement climatique. Brève du territoire, Et ailleurs, Suez, canal historique. décryptage des transports à la carte. Success Story, Facile au Tab l'a bien nommé. Suivez le guide, sportive. Coup de cœur, image par image. L'actu people, Mac Lesguy fait sa révolution. Complètement toqué. Expression directe. Vue sur cette double page, une photo de Laurent But, une compression de César. Est-ce de l'art contemporain ? Alors, c'est l'art de Laurent But, photographe de la nature et des animaux. Il est sensible à ce qui les menace et les déchets sont un vrai sujet de société. En France, rien qu'en déchets ménagers, chaque habitant en produit près de 400 kilos par an. Leur collecte, comme ici au site Aurore de Saint-Ouen-l'Aumône, permet un recyclage utile à la planète et utile à l'économie. L'eau chaude et le chauffage de la commune du Plessis-Gassot, par exemple, proviennent de la méthanisation des déchets. Arrêt sur image. L'après 13 novembre. Le 13 novembre, de monstrueux attentats dans plusieurs endroits de Paris ont endeuillé la France et le monde, car parmi les 130 victimes et 350 blessés, 25 nationalités étaient touchées. Face à cette barbarie, il revient à tous les citoyens de faire vivre partout les grands principes qui fondent notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Je salue la réaction collective empreinte d'un grand civisme et d'une grande dignité de nos concitoyens et remercie celles et ceux qui, innombrables de par le monde, ont manifesté leur solidarité envers notre pays, a déclaré Arnaud Bazin, président du conseil départemental, lors du rassemblement à l'hôtel du département le 16 novembre. Le conseil départemental a une pensée particulière pour les familles et les proches des Valdoisiens victimes des attentats. Nicolas Catina, habitant de Daumont, Richard Raman de Cergy, Gilles Leclerc de Saint-Leu-la-Forêt, Stéphane Grégoire de Nucourt, ainsi que pour les proches de Cédric Mauduit qui avait assumé la responsabilité de la mission innovation du Conseil général du Val d'Oise durant plusieurs années. Élection régionale, un nouveau conseil régional. La liste Les Républicains, UDI, Modem, PCD, conduite par Valérie Pécresse, a remporté les élections du 13 décembre avec 43,8% des suffrages. Ces résultats conduisent à une alternance politique avec la majorité précédente. Le conseil régional a vu ses compétences renforcées par la loi NOTRe dans le domaine du développement économique. Les régions sont en charge des lycées comme les départements des collèges. Elles ont aussi des responsabilités dans l'aménagement du territoire, la formation professionnelle, les transports. La bonne coordination entre conseil départemental et conseil régional est donc nécessaire pour une meilleure qualité de vie des franciliens. Le programme de la liste élue le 13 décembre promet plus de considération à la Grande Couronne avec l'égale dignité des territoires, avec notamment des efforts importants du côté des transports en commun dans les RER, les Transiliens et les bus pour la Grande Couronne. Cette élection nous donne de nouveaux interlocuteurs. Valérie Pécresse avait bien pris en compte les attentes de nos territoires dans plusieurs dossiers de transport comme l'avenue du Parisis ou les tramways. Nous espérons en bénéficier. Déclaration d'Arnaud Bazin, président du conseil départemental. Papa Charlie. En mettant des véhicules à disposition de personnes en difficulté dont l'emploi est conditionné par une mobilité adaptée aux horaires particuliers de la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, Papa Charlie est un dispositif d'insertion sociale et professionnelle de première importance. L'association, qui possède une flotte de 120 véhicules récents, est d'ailleurs reconnue pour sa pratique exemplaire par l'ONU. Elle est présidée par Anthony Archiero, conseiller départemental en charge de l'emploi. Retrouvez la vidéo sur youtube.com. Parrainer un enfant. Donner du temps à un enfant suivi par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, pour l'aider à grandir en lui apportant des repères. C'est la belle invitation du département qui a confié à l'association Parrain par 1000 la mise en œuvre de cette mesure attendue par les professionnels. Devenez parrain bénévole. Un colloque a été organisé en octobre par la direction de l'enfance du département autour de cette initiative. Plus d'infos au 01 34 25 31 81 ou sur valdoise.fr. Une gouvernance reconnue.
Le département conserve ses notes AA- et F1+, attribuées par l'agence de notation Fitch Ratings. L'appréciation de Fitch Ratings objective la gestion de qualité menée par l'exécutif départemental. Elle relève la capacité du Val d'Oise à mettre en œuvre sa stratégie financière à moyen terme qui devrait être facilitée par la gouvernance de qualité du département, son contexte politique stable et sa stratégie budgétaire claire. De leur côté, l'État et les départements franciliens ont vu durant ces 12 derniers mois leurs perspectives ou leurs notes dégradées. Idées reçues. Rythme difficile à suivre, faible niveau, évolution de carrière bloquée. Voilà quelques-unes des idées reçues que des apprentis et leurs employeurs dénoncent dans une vidéo réalisée par la CGPME 95 avec le soutien du département. L'apprentissage est une belle voie professionnelle, ils et elles le disent. Vous pouvez visionner la vidéo Idées reçues sur l'apprentissage sur YouTube. 100% électrique, le premier bus 100% électrique du Val d'Oise circule depuis début novembre sur la ligne 30-21, desservant la gare de Cormeilles en Parisis. Exploité par les cars Lacroix, ce nouveau véhicule silencieux et non polluant participe aux efforts de notre territoire pour promouvoir le développement durable. Open bar au collège. Nouvelle édition de l'opération Nos collèges ont du goût. Les cuisiniers des collèges du Val d'Oise ont réalisé dans l'atelier du chef étoilé Guy Martin des recettes de soupe. Velouté, gazpacho et autres potages n'auront plus aucun secret pour les collégiens qui les goûteront dans les bars à soupe proposés dans leurs restaurants scolaires ces prochaines semaines. Retrouvez la vidéo et le diaporama sur valdoise.fr. Val d'Oise My Balade, plus de 13 000 utilisateurs et 100 000 consultations. L'appli du département pour découvrir les sites et les histoires du Vexin est plébiscitée. Vous pouvez la télécharger en allant sur valdoisemybalade.fr. La montagne, ça vous forme. 12 jeunes ont participé à l'expédition himalayenne Fraternité. 6 venaient de Vauréal, présentée par l'association La Sauvegarde du Val d'Oise, dont le département est le principal financeur pour ses missions auprès des jeunes en difficulté. Conduits par l'alpiniste Marc Battard et Frédéric Thirier, président de la Ligue de football professionnel, ils ont effectué un trek jusqu'au sommet du Kalapatar, à 5643 mètres. Leur extraordinaire aventure fait l'objet d'un film documentaire Par-delà les hauteurs, primé à Dijon au Festival des écrans de l'aventure 2015. Logement, Lopiévois est le premier office public HLM d'Île-de-France. Il possède des logements dans les 7 départements franciliens. Son conseil d'administration, présidé par Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines, compte 2 représentants du conseil départemental du Val d'Oise, Michel Berti et Xavier Aquin. Ce dernier a été élu vice-président de l'office en cohérence avec ses fonctions dans le Val d'Oise. Europa City co-construit son projet culturel. Europa City, la nouvelle destination des loisirs du Grand Paris, alliant la culture, le divertissement et le commerce, lance 3 partenariats d'études avec la RMN, Grand Palais, Univers Sciences et le Musée de l'air et de l'espace. Objectif, appréhender et comprendre les attentes des différents publics, familles, jeunes, seniors, et définir l'offre du futur pôle culturel du nord-est francilien. CIG, les jeunes y vont. Le réseau valdoisien du Centre d'information jeunesse, CIG, reçoit 30 000 visites par an dans ses bureaux et près du double sur son site où plusieurs services sont en ligne. Logement, babysitting et soutien scolaire, job étudiant, aide aux devoirs ou encore formation. Le Centre d'information Europe Direct Val d'Oise peut y fournir conseils et aide au montage de projets européens et financements européens. Le département finance le réseau à hauteur de 67 000 € pour 2015. Plus d'infos sur cij.valdoise.fr. Opération Microdon. 12 000 € à 19 associations pour leur projet de solidarité à l'occasion de l'opération Microdon, pilotée par le département les 13, 14 et 15 novembre. Un grand merci à la générosité des Valdoisiens. Sarcellopolis, le web documentaire Sarcellopolis de Sébastien Descartes, coproduit par France 3 par Île-de-France, a reçu le Visa d'Or au Festival international de photojournalisme Visa pour l'image. Il raconte l'histoire et l'évolution du grand ensemble. Une vidéo est retrouvée sur dailymotion.com. SOS Entreprises Valdoise. Cette structure réunit des experts, juges, avocats, experts comptables, conseillers CMA pour aider les entreprises rencontrant des difficultés. Elle assure des permanences gratuites et confidentielles 2 fois par mois à la Chambre des métiers et de l'artisanat à Cergy. Vous pouvez contacter la CMA et son service développement économique au 01
34 35 80 00. Préparer l'avenir, chaque début d'année de l'Institut Polytechnique Saint-Louis ouvre ses portes qui permettront les rencontres entre les étudiants, parents et professeurs. Des conférences sont prévues dans chaque école. Rendez-vous le 16 janvier, 6 février et 12 mars. Et plus d'infos sur lpsl-edu.com. Le service départemental d'incendie et de secours, SDIS 95. Il est un établissement public placé sous la double autorité du préfet et du président du conseil départemental qui préside le conseil d'administration du SDIS, CASDIS. Le président délégué du SDIS est Luc Streaiano. Les moyens, tout d'abord, 2547 agents au 31 décembre 2014. Parmi ces agents, 944 sapeurs-pompiers professionnels, 1425 volontaires et 178 personnels administratifs. Des unités spécialisées, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux pour les sites souterrains et aériens naturels, risques chimiques et radiologiques, plongeurs, sauvetage déblaiement, localisation et dégagement de victimes dans les effondrements, cynotechnique, recherche de personnes ensevelies ou disparues, et puis RCCI, recherche des circonstances et des causes d'incendie. Le parc est constitué de 644 véhicules, des véhicules de secours à victimes, fourgons-pompes, échelles pivotantes, véhicules de secours routiers, camions-citernes, véhicules dédiés aux risques technologiques ou encore des moyens nautiques. Le budget 2015 du SDIS, 104,5 millions d'euros. 66,7 millions d'euros sont dus aux contributions du département, 24,8 millions d'euros aux contributions des communes et 13 millions d'euros pour les autres recettes. Il y a 39 centres de secours répartis sur tout le territoire du Val d'Oise. Un centre unique de traitement de l'alerte, un CTA à Neuville-sur-Oise, un centre de formation départementale, un CFD à Saint-Brice-sous-Forêt et le dernier centre inauguré, Cormeilles-en-Vexin, en octobre 2015. Les interventions au 18 pour les appels d'urgence, 165 000 appels par an, 100 000 interventions par an, soit une intervention toutes les 5 minutes. 9 minutes et 7 secondes, c'est le délai moyen entre l'appel et l'arrivée sur les lieux. Plus 18% entre 2010 et 2014, le secours à personne représente 86% des interventions. Pour la prévention et les commissions de sécurité, plus de 2000 visites en 2014 d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public. Pour les situations exceptionnelles, en juin 2014, le Val d'Oise a connu un épisode d'orage exceptionnel. 3600 interventions, 900 hommes mobilisés en 5 jours. Enfin, pour l'histoire des pompiers, un musée départemental avec une collection de près de 5000 objets au château de Grouchy à Osny. Allons plus loin avec Luc Streaiano, vice-président du conseil départemental, président délégué du SDIS 95. En assurant la présidence du SDIS 95, le département assume son rôle de chef de file de l'action de proximité avec l'objectif d'offrir un service égal sur l'ensemble du territoire. Pour encore mieux faire face en toutes circonstances aux urgences dans le domaine du secours à personne qui affiche une forte progression, des travaux et études sont menés en partenariat avec le SDIS et le SAMU. L'objectif est de renforcer la prise en charge des victimes dans un contexte d'activité soutenue. Pour y parvenir, notre SDIS s'est fixé plusieurs objectifs. Ainsi, les échanges d'informations seront renforcés dès la prise d'appel grâce à un partage des données sur les logiciels de chaque service et le gain de temps sera immédiat pour les victimes. De plus, l'utilisation du réseau numérique sécurisé, SSU, celui-là même qui est utilisé pour la transmission d'informations décisives pendant l'intervention, sera renforcée. Ces améliorations dans le partenariat SDIS-SAMU sont au cœur de la qualité de vie des Valdoisiens, préoccupation constante de votre conseil départemental. L'invité Gilles Le Gardinier, juste quelqu'un de bien. Absolument génial, un pur régal, simplement émouvant. Les posts affichés sur la toile ne manquent pas de superlatifs pour qualifier le tout nouveau roman de Gilles Le Gardinier,
quelqu'un pour qui trembler. En quelques années, l'auteur valdoisien s'est imposé dans les librairies et ses livres l'ont propulsé sur le podium des auteurs les plus lus de l'Hexagone, aux côtés des têtes d'affiche comme Marc Lévy et Guillaume Musso. Son secret, son étonnante bienveillance. Non content d'offrir à ses lecteurs de vrais moments de plaisir, Gilles Le Gardinier recherche constamment leur proximité, multipliant les rencontres en librairie ou en salon et les échanges sur les réseaux sociaux. Ce qui compte à mes yeux, c'est la petite place que ceux qui me lisent m'attribuent dans leur cœur ou dans leur vie. Son vœu est largement exaucé car plus de 3 millions de lecteurs partagent ses comédies et son univers humaniste. Pour autant, l'écrivain n'en perd pas le sens des réalités. Il a la sagesse du chat dont les silhouettes inattendues et drôles s'imposent en couverture de ses premiers romans. Depuis plus de 30 ans, ce Saint-Loupien mène de front écriture et vie professionnelle pour le cinéma, une passion de gosse qui ne l'a jamais quitté. Son apprentissage a démarré à tout juste 18 ans dans les studios anglo-saxons comme stagiaire, puis pyrotechnicien. Il écrit aujourd'hui aux côtés de son épouse les dossiers de presse de blockbusters et de films d'auteur. Une activité soutenue avec une centaine de productions par an. 2016 va marquer un vrai tournant dans son parcours. Gilles Le Gardinier conjuguera écriture et cinéma avec l'adaptation de ses livres pour le grand écran, sans rien abandonner de ses exigences. Parce que je respecte les spectateurs autant que les lecteurs, je préfère retarder la réalisation du film, mais sans aucun compromis sur la qualité. De bien belles perspectives pour ses likers. Gilles Le Gardinier, en 2010, obtient le prix SNCF du Polar avec L'Exil des anges. En 2012, sa première comédie, Demain j'arrête, est traduite en plus de 20 langues. Et en 2016, c'est la parution d'un nouveau thriller. L'actualité de Gilles Le Gardinier, comment être un père quand on arrive 20 ans après ? Gilles Le Gardinier met en scène dans Quelqu'un pour qui trembler un médecin humanitaire, Thomas, qui découvre et fait face à la nouvelle de sa paternité. L'histoire émouvante et réjouissante de ce que nous sommes capables de réussir ou de rater au nom de la seule chose qui compte dans nos vies. Ça fait débat, le sport au féminin, entretien avec Marie-Évelyne Christin, vice-présidente du conseil départemental déléguée au sport et à la jeunesse, et Vanessa Gladon, journaliste, animatrice et conceptrice de programmes audiovisuels. Le meeting féminin que le département organise au CDFS en février est l'occasion de s'interroger sur la pratique féminine en croisant les points de vue, celui de l'élu en charge des politiques publiques et celui d'une athlète de très haut niveau dont la reconversion dans les médias en fait une observatrice privilégiée. 2 femmes sportives, évidemment. En France, les femmes sont 37% du total des licenciés. Comment analysez-vous cette différence, Vanessa Gladon ? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi les femmes ne font pas plus de sport, comment elles sont socialement conditionnées. Si les chiffres sont trop faibles, il ne faut pas rejeter la responsabilité sur l'État ou les instances sportives. C'est à nous, hommes comme femmes, d'affirmer la place de la femme dans la société, ce qui inclut l'accomplissement de ses envies, par exemple, de pratiques sportives. Marie-Évelyne Christin ? Ça peut sembler peu ou insuffisant, mais il faut remettre les chiffres en perspective. La pratique sportive féminine est quelque chose de récent au regard de l'histoire, le 19e siècle et encore. Pensez que Pierre de Coubertin lui-même était un opposant radical au sport féminin et à une olympiade femelle. À notre époque, la pratique progresse doucement mais sûrement. Les chiffres nationaux valent-ils pour le Val d'Oise, Marie-Évelyne Christin ? Ils sont identiques. En 2015, nous avons réalisé une étude du nombre de licenciés très détaillée. Cela nous a permis d'éliminer des craintes comme celle du communautarisme. En fait, ça varie beaucoup selon les disciplines et les territoires. Ainsi, les bons chiffres du Vexin viennent tout simplement de la pratique de l'équitation et de la randonnée, féminisée à plus de 80%. En revanche, des villes avec de gros clubs de foot, masculins à 95%, sont moins bien placées, ce qui ne signifie pas un moindre intérêt pour la pratique féminine. Marie-Évelyne Christin, le sport féminin représente moins de 10% des retransmissions télé. Alors, la photomédia ? Le sport à la télé, c'est une question économique. Malheureusement, les disciplines féminines ne sont pas les plus médiatiques, donc les plus intéressantes pour les annonceurs et les chaînes. Le meeting féminin en est une brillante illustration. Malgré un remarquable plateau, il est difficile de trouver un partenaire télé. Vanessa Gladon ? Les hommes courent plus vite et tapent plus fort. Le sport masculin restera plus spectaculaire. Mais les médias valorisent toutes les performances. Qui connaissait le 10 km de nage en eau libre avant la médaille d'or d'Aurélie Muller l'année dernière ?
En septembre, à la première de Femmes de sport, j'ai invité Laura Georges, cadre d'une équipe de France de football de plus en plus reconnue. Comment le département intervient-il pour encourager le sport féminin, Marie-Evelyne Christin ? Nous utilisons tous les leviers. Nous soutenons les manifestations sportives. Pour les clubs, la pratique féminine est prise en compte pour l'attribution des labels, en particulier le label club formateur. Au niveau des athlètes, nous attribuons des bourses aux sportifs et sportives de haut niveau et nous les accompagnons dans leur parcours de vie. Je les reçois 2 fois par an pour faire le point, bien au-delà du sport. Vanessa Gladon ? Ça, c'est très important, plus que le soutien financier. C'est une chose qui m'a manqué dans ma carrière comme à beaucoup d'autres, car votre dispositif est rare. Au temps où j'étais licenciée à Val-de-Reuil, il y avait des remises de trophées ou autres manifestations collectives, mais pas de suivi individuel. Et après la carrière, il ne faut pas les lâcher. Pour ma part, j'ai eu l'impression de me retrouver jetée en pleine mer, sans bouée, sans savoir nager et même pas avec la direction de la côte. Peut-on généraliser votre expérience, Vanessa Gladon ? Bien sûr, il faut distinguer reconversion professionnelle et reconversion psychologique. À la première, les athlètes pensent toujours un peu, hormis la poignée très médiatique dont l'avenir économique est assuré, et on se retrouve à 30 ans sans aucune expérience professionnelle dans le CV. Mais surtout, à la reconversion psychologique, personne n'est préparé. Pouvez-vous croire qu'une athlète médaillée aux championnats du monde et après 2 JO, Pékin et Londres, soit aujourd'hui au RSA ? Je me bats pour réaliser un documentaire sur le deuil de la carrière par les athlètes et les difficultés qu'il engendre. Marie-Evelyne Christin ? Les instances nationales en sont conscientes. Je siège au Conseil national du sport, créé en 2013, au titre des départements de France. Nous y réfléchissons à un statut qui offrirait aux athlètes de haut niveau une reconversion honorable. J'espère qu'on dépassera les grandes réflexions pour aboutir à du concret. Comme élu, je crois aux vertus du terrain. C'est auprès des gens, des sportifs, qu'il faut travailler. Pour Marie-Evelyne Christin, l'équitation, le tennis et la gymnastique regroupent la moitié des sportives valdoisiennes dans les disciplines olympiques. Pour Vanessa Gladon, psychologiquement, la reconversion des athlètes de haut niveau, c'est plonger dans la mer, sans bouée et sans savoir nager. Vanessa Gladon a 33 ans, elle est née en Martinique, championne de France de la longueur et du triple saut la même année. Elle a été médaillée d'or et d'argent aux Jeux de la francophonie. Depuis 2012, elle intervient comme journaliste et animatrice, réalisatrice et conceptrice de programmes. Elle anime actuellement Femmes de sport de la chaîne Demain, diffusée à l'échelle nationale par le réseau des télés locales. Vous pouvez retrouver son interview complète sur valdoise.fr. Le dossier. Notre dossier consacré au changement climatique, une nouvelle donne pour la planète. Si certains ont déjà les pieds dans l'eau à Kiribati ou Tuvalu, les autres ont le dos au mur. Nul sur Terre ne peut rester indifférent au changement climatique, car chacun pourra en subir les conséquences néfastes, voire catastrophiques. Les plus réactifs, institutions ou simples citoyens, imaginent et mettent en place des initiatives pour en atténuer les effets et s'adapter aux futures conditions de vie. Difficile en janvier de titrer « Ça chauffe pour le Val d'Oise ». Et pourtant, si l'on passe de la météo, le temps qu'il fait à un instant donné, au climat, les valeurs moyennes sur 30 ans, le constat est sans appel. Il vient des conclusions du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'organisme mondial de référence créé en 1988 par les Nations Unies. Jean Jouzel, l'expert français du GIEC, le plus connu, résume ainsi la situation mondiale. Nous subissons une augmentation de température sans précédent depuis 1000 ans. 2/3 de degré dans les 50 dernières années, plus d'1 degré en France. Depuis le début du XXe siècle, le niveau des mers a monté d'environ 20 cm. La concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est la plus importante depuis 800 000 ans et l'effet de serre continue à augmenter avec l'utilisation des énergies fossiles. Et le GIEC de projeter les courbes actuelles jusqu'au bout du siècle. Demain, car les enfants qui naissent aujourd'hui le vivront, selon plusieurs tracés variant selon notre capacité à limiter l'effet de serre. Compte tenu de l'inertie des phénomènes, la hausse est obligatoire et s'étale de 2 à 5 degrés. Pourquoi faut-il s'en inquiéter ?
Il s'agit là de niveaux moyens, mais il s'accompagne de diverses manifestations, diminution des précipitations estivales et augmentation des hivernales, multiplication de phénomènes extrêmes dont l'intensité variera avec les degrés. Dans le domaine météorologique, cyclones, canicules, inondations seront plus fréquents et ou plus intenses. Déjà aux États-Unis, observe le géographe Frédéric Durand, on est passé d'une moyenne de 130 tornades par an dans les années 1920 à près de 1300 au début des années 2000, 1600 pour 2011, dont 6 de niveau maximal, ce qui n'avait jamais été enregistré depuis le début des mesures. Ces événements provoquent des victimes et entraînent des destructions aux répercussions économiques considérables. Les inondations dues au seul ouragan Sandy en 2012 ont coûté 20 milliards de dollars à New York. En France, le grignotage du trait de côte par la mer est observé à chaque tempête. Les zones les plus exposées au risque d'érosion sont aujourd'hui bien identifiées. Selon le rapport DGEC, Direction générale de l'énergie et du climat, le climat de la France au XXIe siècle, volume 5, établi par des scientifiques et publié par le ministère de l'écologie en mars 2015. Il s'agit avant tout des littoraux meubles. Les régions du Languedoc, du delta du Rhône et de l'Aquitaine sont particulièrement concernées, mais le reste de la côte atlantique et la plaine de Corse orientale le sont également. Les êtres humains seraient aussi affectés par le changement climatique, par exemple les personnes fragiles ou les nourrissons soumis aux canicules. Une étude de Météo France sur l'évolution à Paris depuis 1900 arrive à l'horizon 2100 à une forte augmentation du nombre de jours de canicule. D'une moyenne actuelle d'un jour de canicule par an, on passerait à 26 dans un scénario pessimiste et alors un été comme celui de 2003 serait fréquent. Or, l'année 2003 reste marquée par une surmortalité de 15 000 décès dus à la canicule. La revue médicale britannique Lancet a publié en juin 2015 un rapport qui confirme que le climat futur représente la plus grande menace mondiale de santé du XXIe siècle, capable d'annihiler tous les progrès obtenus ces dernières décennies. Face à ces dangers, deux grands types de réactions sont possibles. Le premier consiste à mettre en œuvre des techniques, des pratiques, des systèmes qui limiteront les émissions de gaz à effet de serre et en conséquence la hausse moyenne des températures. On parle là d'atténuation. C'est, par exemple, la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Le solaire et l'éolien au premier chef, dont les utilisations et les avantages sont multiples. Ainsi, dans le cadre idéal de la Guadeloupe, le soleil devient paradoxalement un outil du rafraîchissement des bureaux de la DIREN à Basse-Terre, avec une climatisation à énergie solaire. À côté de l'atténuation, l'adaptation consiste donc à prendre en compte les conditions climatiques futures, inévitables pour modifier nos pratiques actuelles. Selon Ivan Scotti, directeur de recherche à l'INRA, la hausse des températures se traduirait par un dépérissement massif et étendu de l'ensemble des forêts des climats plus frais, ce qui chasserait le chêne et le bouleau de la France vers la Scandinavie. Or, le chêne, c'est par exemple 60% de la forêt de l'Isle-Adam. Le châtaignier, 70% de la forêt de Montmorency, qui déteste les sécheresses estivales comme les grands froids, est aussi en danger. Pour gérer les massifs forestiers, il faut travailler dès maintenant au choix des essences les mieux adaptées. Inversement, des zones aujourd'hui inexploitables en Sibérie ou en Alaska sont regardées comme des terres arables potentielles. Les ressources minières de l'océan Arctique, que la fonte de la banquise rend accessible, intéressent tous les pays riverains. Lutter contre le réchauffement sert aussi l'économie, déclarait à Libération en octobre Christiana Figueres, secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique en charge de la COP21. Nombre d'entreprises exercent leur activité professionnelle dans cette perspective d'indispensable transition énergétique. L'agglomération de Cergy-Pontoise abrite la filiale française d'un leader européen de l'éolien, Enertrag, qui a construit plus de 540 installations éoliennes produisant 2,2 milliards de kilowatts par an. Aujourd'hui, plus de 6 millions de foyers sont concernés par cette énergie. Le solaire photovoltaïque arrive au même niveau de prix et devient compétitif. Sachant que 7 Français sur 10 sont préoccupés par le coût de l'énergie, il y a là des voies prometteuses dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. À lire les rapports du GIEC IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Le 5e rapport met l'accent sur les aspects socio-économiques du changement climatique et ses répercussions sur le développement durable. Pour en savoir plus, consultez ipcc.ch.
Les 3 principaux gaz à effet de serre, CO2, dioxyde de carbone, connu aussi sous le nom de gaz carbonique, représentent les 3/4 de l'augmentation de l'effet de serre. Le CH4, protocarbure d'hydrogène, connu sous le nom de méthane, et enfin N2O, protoxyde d'azote, c'est un oxyde nitreux et un gaz hilarant. En ce qui concerne ces gaz à effet de serre, l'évolution actuelle du climat est due aux activités humaines. La Chine et les États-Unis sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre avec 40% des émissions. À titre de comparaison, l'Europe représente 10 à 12% de ces émissions. Enfin, les énergies fossiles, les combustibles fossiles, pétrole, charbon, gaz, sont responsables pour 3/4 de l'augmentation de l'effet de serre. Sur cette page, une carte du monde nous montre les impacts observés attribués au changement climatique sur les systèmes physiques, avec des intensités fortes ou faibles, sur les glaciers, neige, glace et ou permafrost, sur les rivières, lacs, crues et ou décrues, sur l'érosion des côtes et ou montée des eaux. Sur les écosystèmes biologiques sont représentés les écosystèmes terrestres, les feux de brousse et les écosystèmes marins. Enfin, les systèmes humains et organisés, production agroalimentaire, accès aux ressources santé et ou économie. Le témoin du dossier, Jean Jouzel, glaciologue et climatologue de renommée internationale, prix Nobel de la paix en 2007 avec ses confrères du GIEC, dont il était le vice-président du groupe scientifique. Jean Jouzel met sa notoriété scientifique au service de la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que la glace emprisonne les bulles d'air pour toujours, la glaciologie lui a permis de devenir le spécialiste reconnu des climats anciens, les paléoclimats. Depuis sa thèse relative à la formation des grêlons, Jean Jouzel a produit plus de 200 publications dans les principales revues scientifiques, à commencer par Nature et Sciences. Cela aurait pu le confiner dans son laboratoire, mais il a une autre conception des responsabilités des scientifiques vis-à-vis de la société. Aux décideurs, autrement dit le monde politique, ils doivent fournir, à l'instar des rapports du GIEC, les éléments nécessaires aux décisions. On gagnerait, dit-il, à plus s'appuyer sur les scientifiques. Aux citoyens aussi, ils doivent rendre compréhensibles des questions complexes. La transition énergétique ne peut réussir que si chacun a conscience des enjeux et que l'opinion publique fait levier sur les politiques. C'est pourquoi Jean Jouzel répond avec bienveillance aux multiples sollicitations, comme celle du Val d'Oise où il est intervenu à Deuil-la-Barre, Montigny-les-Cormeilles ou à l'hôtel du département. Il est désormais trop tard pour empêcher le réchauffement de notre planète, explique-t-il, mais on peut essayer de limiter les dégâts. Là encore, l'expertise des scientifiques est déterminante pour proposer ou discuter les solutions. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est techniquement possible et économiquement viable. Le pire n'est jamais sûr, mais il y a urgence pour rester d'ici la fin du siècle dans un réchauffement supportable, 2 degrés Celsius. Au-delà, on file vers des catastrophes. Pour y arriver, il faut commencer par diminuer par 3 nos émissions de gaz carbonique jusqu'à 2050. C'est changer de mode de développement pour une société plus sobre en énergie, mais pas moins agréable à vivre. Un constat, des actions. À côté des engagements globaux des États, les initiatives locales portées par les citoyens et les collectivités foisonnent. En mars dernier, un sondage BVA pour Place to Be plaçait le réchauffement climatique au 8e rang sur 11 des priorités des Français, loin derrière le chômage. Dans une autre enquête d'opinion, via Voice pour la région, 67% des Franciliens jugeaient négativement les décisions prises par les États dans ce domaine. Mais un meilleur avenir ne tient pas qu'aux politiques mondiales. Chaque niveau de la société dispose d'une marge de manœuvre proportionnelle à sa taille. Ainsi, le conseil départemental du Val d'Oise, avec un important patrimoine et de nombreuses compétences, a-t-il pu établir un plan climat-énergie territorial PCET, fort d'une vingtaine d'actions. Nous générons 118 000 tonnes équivalent CO2, explique Hervé Ogis de la direction de l'environnement, dont environ 70 000 pour les 109 collèges. Par exemple, en matière d'émissions, la consommation alimentaire y est l'équivalent de la consommation d'énergie du patrimoine départemental. En réduisant le gaspillage alimentaire, nous pouvons gagner 3 à 4 000 tonnes équivalent CO2. Les 2 bassins versants les plus affectés par le changement climatique seraient ceux de l'Adour-Garonne et de la Seine. En conséquence, le plan de gestion de l'eau SDAGE pour la période 2016-2021 l'anticipe déjà pour concilier
qu'il y ait une offre en diminution avec une demande qui, déjà par endroit, n'est pas satisfaite et va encore augmenter du fait du réchauffement climatique. Des communes comme Saint-Prix, Deuil-la-Barre ou des intercommunalités comme celle de Roissy-Porte de France se sont résolument impliquées. Roissy a été retenu par l'appel à projet national TEP-CV, Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Son dossier va de l'éclairage LED à un projet de téléphérique vers la plateforme aéroportuaire. À Aubonne, une expérience pilote dans notre département a été menée en fin d'année. Un drone missionné par la ville et GRDF a réalisé des images thermiques des maisons pour en révéler toutes les sources de déperdition. Les habitants peuvent aussi emprunter une caméra thermique infrarouge en mairie avec laquelle diagnostiquer avec précision les endroits à isoler pour économiser l'énergie. À Aubonne, les habitants se sont passionnés pour l'opération. L'implication des citoyens est indispensable pour réussir les projets institutionnels. Au cœur du Vexin français, à Saint-Cyr en Arty, se monte un projet d'éco-hameau. Il associe éco par les matériaux et techniques et co avec la définition collaborative des espaces communs, des services mutualisés pour partager des valeurs autant que des espaces. Les familles volontaires y sont accompagnées par le PNR du Vexin français. Ces exemples conduisent à une notion peut-être décisive dans la lutte contre le réchauffement, celle de co-bénéfice, de bénéfice collatéral. Les plans des collectivités sont explicitement construits contre les émissions de gaz à effet de serre, mais ils servent aussi le quotidien. À l'inverse, une action visant un avantage immédiat peut également être bonne pour le climat. Le géographe Hervé Brédif observe que le foisonnement d'initiatives locales révèle de formidables leviers d'action en matière climatique, même si elles affichent d'autres préoccupations et poursuivent d'autres objectifs que ceux habituellement liés au changement climatique. Voyez le covoiturage. Les économies pour le porte-monnaie priment sur le souci des gaz à effet de serre. Mais la formule s'avère très utile à la planète. Les transports sont le principal facteur des émissions de gaz à effet de serre, d'où l'investissement du département dans des voitures électriques ou l'expérimentation du télétravail. Toutefois, les avantages matériels et individuels ne suffiront pas. Il faut une adhésion collective à un autre futur, non par la menace des catastrophes, mais par l'envie de partager les réussites actuelles. Dans leur film documentaire Demain, Mélanie Laurent et Cyril Dion ont opté pour cette attitude optimiste. Pour construire un monde meilleur, il faut lui donner un visage, montrer à quoi il pourrait ressembler et créer l'envie d'y habiter. Il rencontre donc des hommes et des lieux emblématiques. Copenhague, qui vise zéro émission de CO2 en 2025. Todd Morden, avec ses incroyables comestibles. San Francisco ou encore Kutam Bakam. Les idées ne manquent pas pour sauver la planète. Un projet de transport par câble Roissy-Ferrique est donc à l'étude pour desservir le pôle économique de Roissy. Pour en savoir plus, consultez lorem.fr. Et puis, changer l'habitat, acheter, construire un habitat qualitatif, confortable, écologique, qui demande peu d'entretien, fait de la tiny house une solution prometteuse en termes de logement. Une vidéo de présentation du concept est à retrouver sur tiny, T-I-N-Y, house-baluchon.fr. Le point de vue d'Anne Locatelli-Bielman, directrice du Grand Paris Ouest. Les forêts limitent l'effet de serre en retenant le carbone. Elles stockent 2 à 4 tonnes de carbone atmosphérique par hectare et par an. Le projet de forêt du Grand Paris, soit 1 millier d'hectares sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, représente une belle contribution à l'atténuation du changement climatique. S'agissant d'une forêt périurbaine, elle proposera en outre une pluralité d'usages. Des actions concrètes du département du Val d'Oise, 25 chaufferies de collèges rénovées, dont 3 raccordées au réseau de chaleur, 50% des chantiers de réfection des routes en enrobé tiède. Cette technique permet d'économiser en moyenne 20% de l'énergie consacrée à chauffer l'enrobé et de réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre. Et puis Éco-Jardin, la référence de gestion écologique, label national Éco-Jardin, attribué au jardin du musée de l'outil à 10 jolis villages pour sa gestion exemplaire. Daniel Dess, vice-président du conseil départemental délégué à l'environnement et au développement durable. Le plan climat-énergie du conseil départemental s'inscrit dans une mobilisation collective de notre institution comme des citoyens, condition majeure de la réussite. Le plan du département coordonne des actions sur tous les paramètres de la collectivité, patrimoine bâti, patrimoine routier, déplacement, valorisation des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire, recours aux énergies renouvelables. Alexandre Pueyo,
conseiller départemental en charge de la charte valdoise durable. Nos 2 plans d'action pour la biodiversité et pour les espaces naturels sensibles adoptés en novembre vont favoriser le développement durable du Val d'Oise. Une commune valdoisienne sur 2 est concernée par les espaces naturels sensibles. Le département poursuit sa politique d'acquisition ou de conventionnement avec les propriétaires de sites particulièrement précieux pour la biodiversité. 3 réactions à présent. Tout d'abord celle de Grégoire Dublineau, le maire d'Aubonne. La thermographie aérienne par drone permet aux habitants d'Aubonne de connaître le bilan thermique de leur logement en évaluant les zones de déperdition de chaleur et ainsi prévoir des travaux pour mieux consommer leur énergie. Vincent Mazurel, directeur général de l'Enertrag AG, établissement France. Avec 12 520 emplois en France, l'éolien n'est pas seulement une source de richesse économique pour les territoires, mais aussi une solution concrète pour préserver l'avenir de nos enfants. Enfin, Laurent Lotte, délégué de l'agence valdoise de Solia, 75 92 95. Nous accompagnons les Valdoisiens dans leurs projets de rénovation énergétique de leur logement ou leur copropriété. Solia apporte des conseils techniques et des aides financières et favorise les comportements à adopter pour économiser de l'énergie par de simples éco-gestes. Des actions de terrain pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et atténuer le réchauffement climatique, il faut modifier nos modes de transport. Une première en France dans le covoiturage. Le covoiturage fonctionne bien pour les voyages occasionnels sur les longues distances, mais beaucoup moins sur les courtes. Au niveau global, il offre pourtant les mêmes avantages. Réduction du nombre de véhicules, donc des problèmes de circulation, réduction des consommations d'énergie et des émissions polluantes. Il faut proposer une logistique adaptée aux déplacements du quotidien. La start-up Ecov a développé une solution innovante, Covoitici, dont l'expérimentation est en cours dans le Vexin français depuis novembre pour 36 mois, à l'initiative de plusieurs partenaires, dont le département. 20 stations de covoiturage sont prévues. La première a été installée à Chars. Elles sont équipées de bornes connectées qui mettent en relation instantanément passagers et conducteurs. Les premiers saisissent leur destination et règlent une modeste participation. Les seconds sont informés par les panneaux lumineux disposés le long des voies. Tout conducteur est alors susceptible de s'arrêter. Une solution simple et pratique. Une vidéo à retrouver sur covoitici.fr. Trois éléphants passent, Garges-les-Gonesse. La saison culturelle de Garges-les-Gonesse s'est ouverte par une déambulation musicale et colorée dans les rues de la ville. Éléphants mécaniques, phénix métalliques et soldats de plomb conduisaient le cortège. Le spectacle était proposé par la compagnie Opposito qui entame, avec le soutien financier du département, une résidence de 3 ans à Garges-les-Gonesse. Elle privilégie cette forme car, pour elle, le spectacle de rue est un langage artistique moderne touchant des publics habituellement éloignés de la culture. Un diaporama à revoir sur valdoise.fr. À Aubonne, le tournoi Pierre Tibi. La Hongrie, l'Allemagne et la République tchèque sont venus affronter la France dans le tournoi de handball qui réunit chaque année au SDFAS 4 équipes nationales des moins de 19 ans. Belle victoire pour les Bleuets qui ont remporté le tournoi après un parcours sans faute à retrouver sur YouTube. Une réhabilitation d'envergure à Gonesse. Au Moyen-Âge, la fauconnière à Gonesse était un terrain de chasse aux faucons. Aujourd'hui, avec 534 logements, c'est une des principales résidences de Valdoise Habitat, le bailleur social du département. Les bâtiments ont bénéficié d'une réhabilitation avec le ravalement des façades, la réfection des peintures, le raccordement de l'eau chaude collective au réseau de chauffage urbain, la mise aux normes pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Au total, un chantier de plus de 11 millions d'euros. Pour les pompiers, à Cormeilles-en-Vexin, le nouveau centre de secours remplace une caserne construite en 1949, aujourd'hui trop exiguë. Il représente pour le SDIS 95 un investissement de 2,3 millions d'euros. Les 38 sapeurs-pompiers qui s'y relaient 24 heures sur 24 disposent désormais d'un bâtiment mieux situé, conçu pour favoriser les meilleurs délais d'intervention. Les pompiers de Cormeilles effectuent entre 650 et 700 interventions par an dans les 7 communes de leur territoire aux portes de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Vous pouvez voir la vidéo sur valdoise.fr. Les déplacements favorisés à Louvre. La remise en circulation de la voie située sous les ponts-rails de Louvre, route départementale 184, constitue l'aboutissement d'un chantier exceptionnel de remplacement des anciens ponts par de nouveaux ouvrages plus larges.
Les déplacements sont dès à présent facilités dans ce nouveau cœur de ville. Les automobilistes peuvent circuler en double sens. Les piétons et les cyclistes bénéficient de cheminements sécurisés et confortables grâce à l'aménagement de 2 trottoirs et la création d'une piste cyclable. Un chantier financé à hauteur de 2,8 millions d'euros par le conseil départemental. Une médiathèque inspirée à Saint-Prix. La médiathèque intercommunale Alexandra David Néel a été inaugurée à l'automne après 2 ans de travaux auxquels le conseil départemental avait apporté environ 360 000 euros. La nouvelle médiathèque a une surface de 580 mètres carrés, soit 3 à 4 fois plus que le précédent bâtiment. Elle porte le nom de la grande exploratrice et tibétologue Alexandra David Néel. Elle fut la première femme à résider à Lhasa, au Tibet, en 1927. Un centre dédié aux archéologues à Genainville. Le sanctuaire gallo-romain des Vaux de la Selle à Genainville est un site archéologique exceptionnel. Plus de 4000 objets y ont été mis au jour et sont présentés pour partie au musée archéologique départemental, le MADVO, à Guiry-en-Vexin. D'ici fin 2016, une construction en bois sera aménagée à l'entrée du site pour l'hébergement des chercheurs et l'accueil des scolaires. D'autres brèves du territoire du Val d'Oise avec une carte du département pour ces quelques brèves vues du ciel. Tout d'abord, un nouveau campus à Pontoise. Pontoise comptera en 2019 un nouveau campus universitaire situé rue Pierre de Coubertin sur le site actuel de l'ITESIA. Ce projet soutenu par le département répond à une initiative de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Le futur campus sera doté d'un nouveau bâtiment de 6000 mètres carrés et accueillera 1800 personnes, dont 1600 apprentis du bac professionnel au titre d'ingénieur. Coût total de l'opération, 23,5 millions d'euros. Cultiver l'intergénérationnel à Vauréal. Un nouvel îlot va voir le jour en 2018 à Vauréal, dans le quartier des Sablons. Il sera centré autour d'une résidence intergénérationnelle de 85 logements sociaux. Le projet inclut également 24 maisons en prêt social location-accession, gérées par Val d'Oise Habitat, un jardin partagé, des espaces d'exposition culturelle. La Sagem double la mise à Éragny. La société Sagem, spécialisée dans l'électronique, aéronautique et la défense électronique dans le groupe Safran, cherchait un site pour son technocentre. Elle a été accompagnée par le CEVO, l'agence économique du département. Et c'est l'agrandissement de son site d'Éragny-sur-Oise qui a finalement été la meilleure solution. Au terme des travaux en cours, le centre de recherche et développement accueillera 1200 salariés de haut niveau. Première pierre à Herblay. Dans une période de budget contraint, le département affirme la priorité donnée à l'éducation des jeunes valdoisiens en investissant 15 millions d'euros dans la construction du 3e collège à Herblay et 110e collège du Val d'Oise. L'établissement pourra accueillir 600 élèves et la demi-pension 400 élèves. Le conseil départemental a par ailleurs décidé d'implanter dans une partie indépendante du bâtiment des locaux pour y regrouper des services sociaux aujourd'hui dispersés. PSG Saint-Gratien-Sannois. Le PSG, ce n'est pas que le foot, c'est aussi le club de handball, champion de France. Le Saint-Gratien-Sannois Handball est désormais partenaire de ce club prestigieux. Ce partenariat, signé en présence de Marie-Évelyne Christin, vice-présidente du conseil départemental déléguée au sport et à la jeunesse, permettra aux meilleurs jeunes valdoisiens de poursuivre leur formation à haut niveau. Marianne d'Or pour la Maison de l'Enfance à Roissy en France. Une première pour Roissy en France. La future Maison de l'Enfance a été distinguée par une Marianne d'Or qui récompense les innovations publiques des collectivités territoriales. Ce projet phare de la commune, estimé à 4 millions d'euros, rassemblera toutes les structures enfance et jeunesse. Ouverture prévue en septembre 2016. Et ailleurs, Suez, canal historique. L'inauguration le 6 août dernier du nouveau canal de Suez promet une circulation accrue des marchandises. Dans une économie mondialisée, l'Égypte possède un équipement stratégique majeur. Pharaonique, le mot est inévitablement présent dans tous les commentaires sur le chantier du canal. Mais il s'imposait. Il n'a fallu que quelques jours pour réunir le financement des travaux et qu'un an
pour les réaliser. Plus que tout autre pays, la France a suivi le chantier avec attention car les promoteurs du premier canal étaient des Français, dont Linan de Belfond pour les plans et Ferdinand de Lesseps. Celui-ci, alors consul de France au Caire et ami du vice-roi d'Égypte, Mohamed Saïd, réussit à faire construire le canal entre 1859 et 1869 par la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, à l'origine de l'actuel groupe Suez, qu'il avait créé à cet effet. Plus de 20 000 Français avaient contribué au financement et l'inauguration fut conduite par l'impératrice Eugénie. Le canal long de 160 km apportait alors un gain de temps considérable pour le transport de marchandises entre l'Europe et l'Asie, les navires n'ayant plus à contourner l'Afrique. Si la réalisation initiale conçue pour des bateaux à vapeur était en avance sur son temps, le canal n'était plus conforme aux exigences techniques actuelles. Ses dimensions et les obstacles comme l'ensablement ou les épaves ne permettaient plus la circulation des gros navires. En outre, la circulation devait se faire par convoi en alternance. Pour y remédier, une quarantaine de kilomètres ont été élargis et approfondis. Et sur la partie centrale, à hauteur d'Ismaïla et du lac Timcha, un nouveau canal a été creusé qui double le premier sur 37 kilomètres. Le chantier a coûté près de 8 milliards d'euros, mais l'Égypte peut compter sur l'augmentation du trafic qui constitue 7 à 8% du commerce mondial et rapporte déjà plus de 5 milliards d'euros par an actuellement, avec un coût de passage à 600 000 $. Le nouveau canal est calibré pour des bateaux jusqu'à 68 mètres de haut, 20 de large et 77 de long. Ce ne sont pas les plus grands porte-containers mondiaux, mais l'augmentation de capacité est sensible. À l'horizon 2023, le nombre de bateaux pourrait doubler pour atteindre une centaine par jour. De plus, une bonne partie du budget a été affectée au développement des zones portuaires pour que l'économie locale profite mieux du trafic et les autorités visent à terme la création d'1 million d'emplois. C'est une nécessité pour un pays de 88 millions d'habitants dont la population grandit rapidement. Mais d'autres canaux sont en chantier ou en projet dans le monde qui espèrent aussi capter du trafic, à Panama, au Nicaragua ou en Europe, avec le canal Seine-Nord. Plusieurs photos illustrent cet article. Accessible à des bateaux de plus grande taille, le nouveau canal ramène de 22 à 11 heures la durée du trajet entre la Méditerranée et la mer Rouge. Le canal renforce ainsi sa position parmi les toutes premières voies maritimes du monde. Et chez nous, le canal Seine-Nord-Europe, la comparaison avec le canal de Suez est utilisée régulièrement par le président de VNF, Voies navigables de France, et elle est légitime. Le canal Seine-Nord représente un tracé de 100 km entre Dunkerque et le nord du département de l'Oise. D'une largeur de 54 mètres, il permettra le passage de convois de 4400 tonnes et multipliera par 3 le trafic avec l'Europe du Nord. Le chantier estimé à 4,5 milliards d'euros bénéficiera d'un financement européen de plus de 40%. Il sera ouvert en 2017. Le mot de Chantal Villalard, conseillère départementale en charge du SMBO, syndicat mixte des berges de l'Oise. En reportant la circulation de matériaux lourds de la route vers la voie d'eau, le canal est un outil indispensable de la transition énergétique. Avec l'Oise et la Seine, le Val d'Oise a une position stratégique dans cette nouvelle économie. Magéo, en aval du canal Seine-Nord, l'Oise sera mise au gabarit européen par approfondissement pour garantir un mouillage de 4 mètres. Les travaux concernent une zone de 42 km entre Compiègne et Creil. En photo ici, le port de Bruyères-sur-Oise, la 5e escale fluviale du réseau de terminaux à conteneurs franciliens. La page décryptage des transports à la carte. En Île-de-France, la loi a confié l'organisation des transports au STIF, syndicat des transports d'Île-de-France, qui fixe notamment les tarifs. Le département subventionne les cartes pour ne laisser aux familles qu'une participation bien inférieure aux tarifs du STIF. Le département consacre près de 4 millions d'euros par an pour le transport de près de 21 000 élèves et le financement des cartes imaginaires, cartes scolaires bus et cartes scolaires. Le forfait Navigo Améthyste, il concerne les personnes âgées, les adultes handicapés, les anciens combattants. C'est un forfait annuel permettant de circuler sur le zonage choisi en Île-de-France. Dans le département, 2 tramways, les T2 et T5, depuis 2012 et 2013, plus de 32 millions d'euros investis par le département pour chacun des tramways. PAM 95, le transport adapté pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées privées d'autonomie. Accès Val d'Oise 95, le transport spécialisé pour les personnes à mobilité réduite fréquentant des établissements médico-sociaux.
Ouverture de la ligne 20 dans quelques mois. Bus à haut niveau de service à technologie hybride associant moteur thermique et moteur électrique. 10 km de tracé et 8 stations entre la gare RER de Villiers-le-Bel, Gonesse, Arnouville et celle du parc des expositions de Villepinte pour plus de 7200 voyageurs quotidiens. 30 minutes entre les deux terminus. Le Val d'Oise, c'est 27 lignes de transport en commun sur des liaisons structurantes du territoire, 150 communes desservies, 1200 points d'arrêt, 130 bus. Pour toute info complémentaire, le service aux usagers des transports du Conseil départemental est à votre disposition au 01 34 25 36 18 ou au 01 34 25 36 48. Pour les personnes à mobilité réduite, contactez la maison départementale des personnes handicapées MDPH du Val d'Oise au 01 34 25 16 50. Success Story, Facilotab l'a bien nommé. Grand spécialiste des logiciels généalogiques, le CDIP a exploité ses compétences en informatique personnelle pour mettre au point une tablette simplissime à utiliser, idéale pour les seniors. Il ne faut avoir guère plus d'une vingtaine d'années pour être un digital native, un natif numérique, mais pour les générations précédentes, l'usage des TIC, technologies de l'information et de la communication, ne va pas toujours de soi. La faute aussi à des appareils de plus en plus complexes et sophistiqués, dont l'écran ressemble au tableau de bord d'un avion de ligne et qui exige un apprentissage. Tous ces inconvénients sont balayés par la tablette Facilotab que la société valdoisienne CDIP vient de sortir à destination des seniors au premier chef. Aucune connaissance de l'informatique n'est nécessaire, même pas besoin de parler anglais couramment. Nous avons choisi un écran simplifié, explique François Lerebourg, président de CDIP, pour un accès immédiat aux messages, aux photos et à Internet à partir de 3 gros boutons. La tablette est évolutive et on peut y ajouter toutes sortes d'applications en fonction des progrès de l'utilisateur. Tout a été pensé pour le confort d'utilisation par des seniors néophytes. Un affichage en gros caractères, le clavier est disponible sous la forme standard AZERTY mais aussi en ordre alphabétique, un archivage automatique des photos jointes au message arrêt et mise en route automatique, des jeux qui stimulent la mémoire, un socle transforme la tablette en cadre numérique ou des fils de diaporama. Autre avantage, il n'y a pour l'utilisateur aucun paramétrage à effectuer car l'éditeur se charge de la mise en route. Enfin, il est à noter que la tablette de 10 pouces est fabriquée par la société Arcos dont les produits sont conçus en France. Le Centre de développement de l'informatique personnelle, le CDIP, Généatique pour la généalogie et Studio Scrap pour le scrapbooking sont les autres produits phares du CDIP fondé en 1988 dans le Val d'Oise. Toutes les infos sur cdip.com et une vidéo à retrouver sur youtube.com. Suivez le guide. Rendez-vous sur l'agenda participatif du département sur valdoise.fr. Annoncez les manifestations que vous organisez ou consultez les bons plans. Des centaines d'événements partout et pour tous. Le meeting féminin le 9 février au CDFAS à Aubonne réunit quelques-unes des meilleures athlètes du monde. C'est une manifestation de haut niveau et une formidable vitrine pour le sport féminin. 2016 est une année olympique. Chaque meeting est donc l'occasion de monter en puissance et de jauger ses adversaires potentiels, d'autant que les parfaits équipements du CDFAS favorisent les performances. En 2014, Sido Rova avait passé 4,71 m à la perche. En 2015, Marie Gaillot a réalisé le meilleur chrono hivernal avec 52,61 sur 400 mètres. Les Françaises réussissent généralement bien à Aubonne. Et la marraine 2016 leur donnera une raison supplémentaire de viser les JO. Il s'agit de Marie-Josée Pérec, triple championne olympique sur 200 et 400 mètres. Le meeting féminin combine les courses du 60 mètres au 3000 et les sauts. Avant les championnes, les jeunes athlètes disputeront des épreuves régionales. Programme complet de ce meeting sur cdfas.com. Niette Popov. Titi et Zanzan, alias David Cyr et Pierre Caillot, sillonnent le pays à la rencontre de leur public et partagent avec lui leurs chansons pleines d'humour et de poésie. La générosité est le ferment principal de ce spectacle, haut en couleurs et en émotions. C'est le 13 février à Cormeilles-en-Parisis, au Théâtre du Cormier. Les infos, ville-cormeilles95.fr. Argenteuil, les cinglés du cinéma, plus d'1 millier de visiteurs sont attendus au Salon du 7e art, un rendez-vous incontournable pour les passionnés
passionnés de films comme de matériel. Une centaine d'exposants sont là pour ceux qui cherchent l'objet rare ou insolite. Rendez-vous les 29 et 30 janvier, espace Jean Villard d'Argenteuil. Les infos sur le site de la ville argenteuil.fr. Il était une fois Luis Mariano. L'opérette a trouvé son ténor, Pierre Roggi. Il retrace la vie du fameux ténor basque sous forme de tableaux musicaux. Les amateurs entendront les airs inoubliables de la route fleurie, Mexico ou encore Méditerranée. Le 31 janvier, à Sannois, au centre Cyrano. Le site internet ville-sannois.fr. Le grand voyage, lorsque les petits voyageurs rentrent dans le bus de la compagnie Judith Nab, ils se préparent à un drôle de voyage. Les vitres de l'autobus servent d'écran de projection où défilent les paysages. Nous voici en Espagne et là, sur la banquise de l'Alaska. C'est du 25 au 27 janvier dans divers lieux de Gonesse. Les infos sur ville-gonesse.fr. Piano Campus, le festival de tous ceux qui veulent découvrir les interprètes exceptionnels de demain. Lucas Ocros, le lauréat du prix d'argent et du public 2014, se produira au Théâtre 95. Le concours international clôturera un mois dédié au piano avec de nombreuses manifestations gratuites. C'est du 16 janvier au 11 février sur l'agglomération de Cergy-Pontoise. Les infos sur le net piano-campus.com. Arsenic et vieille dentelle. Cette pièce a été créée à Broadway en 1941, s'inspirant de deux tueuses en série. L'auteur, Joseph Kessling, voulait faire une tragédie. Les producteurs du théâtre lui firent transformer en comédie. La compagnie Le Petit Globe la reprend les 23 janvier et 6 février à Aronville et Butry-sur-Oise. Les infos sur le site nel-la-vallée.com. Le 31 janvier, vous avez rendez-vous aux Fabophiles. Les Fabophiles ou collectionneurs de fèves ont leur bourse d'échange le 31 janvier. Des milliers de fèves à découvrir à chaque édition. Celle de 2016 a pour thème les loisirs, musique, tricot, jardinier et cuisinier, géologie, pêche et chasse. L'exposition reste visible jusqu'à fin juin, le week-end. C'est à Comeny, à la Maison du Pain. Un numéro de téléphone 01 34 67 41 82, une adresse mail maisondupaincomeny, tout attaché en minuscule, @gmail.com. Conte en cantine. La boîte à musique de Ludovic Souliman abrite tout un monde de papier. Monsieur Paradis qui sème des fleurs et de légumes qu'il fait danser. Madame Paradis dont le ventre à la graine de bébé Paradis, le roi des bisous dans sa maison bateau. Spectacle qui s'adresse aux petits à partir de 3 ans le 6 février à la bibliothèque intercommunale d'Arnouville. Plus de renseignements sur arnouville95.fr. Musique en scène, c'est le festival qui remplace les concerts d'hiver avec le 40e anniversaire de la mort de Jean Gabin. La ville souhaite faire découvrir la musique classique issue du théâtre, de la comédie musicale ou du cinéma. Un ciné-concert avec le duo Un peu plus et du jazz Spirit Tango Quartet. Les 29 et 31 janvier à Mériel, à l'espace Rive Gauche. Mériel.fr pour plus d'infos. La leçon, un professeur déploie à travers ses compétences pédagogiques toutes ses capacités de séduction pour conquérir l'esprit de son élève. Dans cette pièce drôle et caricaturale qui traite en filigrane de la dictature, nulle part il n'est question de société, de politique ou de pouvoir. C'est du 12 au 21 février au théâtre de l'Usine à Éragny-sur-Oise. Perrault vous fait une scène. On croit connaître par cœur Le Petit Chaperon Rouge et La Belle au Bois dormant, mais en racontant ces contes dans leur version d'origine, Carole Maddalena restitue leur côté sombre bien oublié. C'est le 14 février à Écouen, à la Grange à Dîmes, théâtre-de-la-vallée.net pour les infos. Les arts s'en mêlent, 12 spectacles au programme de Périphérique 2016, des spectacles à la liberté de ton et à l'excentricité assumée, à l'instar des Chiens de Navarre en résidence à l'Apostrophe qui bousculent la danse dont les danseurs ont apprécié la qualité du parquet. C'est jusqu'au 20 février à Beson, Cergy et Gonesse. Les infos sur l'apostrophe.net. Paris Images Digital Summit. La manifestation, soutenue par le département, présente le meilleur de la création numérique mondiale sous toutes ses formes, du VFX, Visual Effects, à la VR, Virtual Reality. Des rencontres sont organisées pour les professionnels, mais les avant-premières sont ouvertes au grand public. Du 28 au 30 janvier à Enghien-les-Bains, au Centre des Arts. Plus d'infos sur parisImages-digitalsummit.com.
La Môme, inspirée du livre de Simone Berthaud, Séverine Andreu raconte la vie d'Édith Piaf avec tendresse et passion. Un spectacle mi-conte, mi-chanson, accompagné par son ukulélé. C'est à voir à Jouy-le-Moutier au Théâtre Saint-Vincent le 11 février. Les infos sur jouy-le-moutier.fr. Programme Schubert. François Chaplin excelle dans les intégrales. Celles des Nocturnes de Chopin ou de Debussy ont marqué la critique. En 2015, il a sorti l'intégrale des Impromptus de Schubert. Il l'interprète à Hermont avec l'esprit énigmatique et fantasque du compositeur. C'est le 23 janvier à Hermont, au théâtre Pierre Freinet, ville-hermont.fr pour plus d'infos. Bonne nuit. Paradoxal. Le spectacle et le rêve ont en commun d'offrir des formes virtuelles de réalité. Alors un spectacle sur le rêve constitue une vertigineuse mise en abîme où les frontières du réel deviennent incertaines. C'est le 19 février à Goussainville au théâtre Sarah Bernard. Les infos sur espacegerminal.fr. Le musée est ouvert. Après un an de travaux, le musée d'art et d'histoire Louis Sanlec ouvre ses portes avec un panorama des collections permanentes. Peinture de Dupré, Jacques-Henri Lartigue, terre cuite de Leguluche. Du 24 janvier au 10 avril à l'Isle-Adam, au musée Louis Sanlec, musée-ville-île-adam.fr. Hiver musical, cette année le festival joue avec l'ombre et la lumière, saison oblige. On y évitera les brûlures du soleil dans les leçons de ténèbres de couperin où des chandelles suffisent à chasser la nuit, comme les lumières du soir dans un jardin d'Orient aux envoûtantes musiques de la Méditerranée. Rendez-vous du 16 janvier au 13 mars pour 5 concerts dans 4 villes et plus d'infos sur hivermusical.com. À vos agendas. ENS du Bois du Moulin de Noisement à Chars, journée mondiale des zones humides. Hôtel du département à Cergy, petit déjeuner sur l'histoire environnementale avec Sabine Barle, professeure à l'Institut de géographie de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Le 23 janvier à Chars, le 28 janvier à Cergy, plus d'infos sur valdoise.fr. Suivez le guide Coup de cœur, image par image. Entre le 12 février et le 5 mars, 200 rendez-vous mettent à l'honneur le cinéma d'animation. Le festival Image par image a un faible pour l'excellence, en témoignent les perles au programme de l'édition 2016. Avril et le monde truqué de Franck Equincy et Christian Desmar, Adamad de Simon Roubi, Miss Okusai de Keiichi Hara, Phantom Boy de Alain Gagnol et Jean-Louis Feliccioli, Le garçon et la bête de Mamoru Hosoda. Mais Images par image préfèrent présenter la plus grande diversité des univers graphiques plutôt que les mettre en concurrence dans une compétition. Comment d'ailleurs comparer leur foisonnante inventivité ? Par exemple, l'utilisation des ferrofluides dans Adama pour rendre l'univers chaotique des champs de bataille et de l'argile pour façonner les personnages ensuite scannés en 3D. Tandis que dans Phantom Boy, les décors sont d'abord réalisés avec des craies à la cire sur papier puis retravaillés numériquement. Les auteurs viennent y révéler ces secrets de fabrication, des goûters au cinéma et des ateliers alimentent de nombreux contacts entre professionnels et le jeune public. Adama, réalisé à La Réunion par Simon Roubi, raconte le sort des tirailleurs sénégalais durant la Grande Guerre. Avril et le monde truqué, situé en 1941, est une merveille d'Uchronie imaginée par Tardy. Paris compte alors 2 tours Eiffel, toutes noires de la suie du charbon, seule source d'énergie d'un monde tout vapeur. Léo, le super-héros de Phantom Boy, est un enfant qui aide un policier, Alex, dans la confrontation entre le bien et le mal avec toutes les nuances, les ambiguïtés et les paradoxes. Le cinéma d'animation est décidément une chose trop riche pour en laisser le seul bénéfice aux enfants. Notez que le 12 février, Raoul Servet sera l'invité d'honneur de ce festival qui s'ouvre par une projection de ses œuvres, Harpilla, Papillon de nuit ou Tank. Rendez-vous au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains et retrouvez toute la programmation sur imageparimage.wordpress.com. L'actu people, le fils de H, le 12 février à l'imprévu Saint-Ouen-l'Aumône. Arthur H passe souplement de la chanson rock, du jazz à la rumba, et son 16e album, Soleil dedans, réussit à élargir encore un paysage sensible entre femmes qui pleurent et tonnerre du cœur. À 2, c'est mieux. Le 30 janvier au Théâtre des Louvrais-Pontoise, découverte par la reprise de Ma Benz de NTM et consacrée meilleure interprète féminine au Globe de Cristal 2015, Brigitte a 2 voix, celle d'Aurélie et de Sylvie. Mac Lesguy fait sa révolution pour raconter la vie sous la Révolution dans l'émission L'Histoire au quotidien, diffusée en octobre sur M6. Mac Lesguy s'est installé au domaine de Villarceau. Caroline Vigneault plaide et plaît.
le 28 janvier au théâtre Roger Barra à Herblay. Quand une ancienne avocate du barreau de Paris passe du parquet aux planches, son woman show prouve qu'une tête bien pleine n'est pas incompatible avec une tête bien faite. Complètement toquée, cette recette vous est proposée par Marilyn Chabot, cuisinière des collèges valdoisiens. Une soupe potiron coco. Faire revenir l'oignon avec le beurre, assaisonner, ajouter le curry, les pommes de terre et le potiron coupés en morceaux. Remuer et laisser fondre, préparer un bouillon avec l'eau et le cube, couvrir les légumes et porter à ébullition. Cuire 20 minutes à feu doux, ajouter le lait de coco, donner une ébullition et mixer. Pour la présentation, prévoir des croûtons et faire un nuage de crème de coco saupoudrée de curry. Pour cette soupe potiron coco et pour 4 personnes, il vous faut 50 g de beurre, un oignon, 400 g de potiron, 150 g de pommes de terre, un cube Maggi, une cuillère à café de curry, 150 ml de lait de coco et une quantité suffisante de sel et de poivre. Retrouvez toutes les recettes des opérations Nos collèges ont du goût sur valdoise.fr. Expression directe, groupe de la majorité départementale, Union pour le Val d'Oise, rassemblement, courage et exemplarité avec Gérard Sainby, président de l'UVO. L'année 2015 qui vient de s'achever aura été particulièrement éprouvante pour notre pays. La France aura été victime de 2 attaques terroristes dramatiques et derrière les innocents, ce sont bien nos valeurs et notre identité qui étaient visées. Mais loin de la peur et de l'obscurantisme dans lesquels voulaient nous plonger les terroristes, les Français se sont rassemblés pour défendre leur liberté et prouver leur détermination dans ce combat qui s'engage. La menace terroriste va de pair avec l'instabilité internationale en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient, mais également dans une Europe qui fait étalage de son irrésolution. Cependant, ne nous voilons pas la face, si une partie de notre jeunesse ne croit plus en son avenir au point de succomber aux sirènes des extrémismes, c'est que les erreurs sont aussi nationales. Les responsables politiques se doivent d'assumer courageusement leur rôle de maillon dans la chaîne démocratique pour restaurer la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Concrètement, il s'agit de convaincre de l'exemplarité de la chasse politique, d'obtenir des résultats tangibles dans la lutte contre le chômage et de reconstruire globalement un système éducatif inégalitaire et défaillant. Dans cette optique, nous appelons François Hollande à prendre immédiatement la réelle mesure de la situation. Assez de discours, de bonnes intentions et de fausses promesses. L'irrémédiable défiance des Français envers l'exécutif résulte de son absence de vision, d'ambition et de résultats concrets, et dans ses calculs politiciens à court terme. Les élections présidentielles, législatives et sénatoriales de 2017 approchent. La France aura alors besoin que ses gouvernants fassent preuve d'un courage, d'une responsabilité et d'une constance enfin à la hauteur. En ce qui concerne notre majorité Union pour le Val d'Oise, nous restons fidèles à nos engagements et à notre éthique. Dans les difficultés que nous traversons, nous nous efforçons de répondre à l'exigence légitime de nos concitoyens en matière d'exemplarité. L'exemplarité en ayant toujours dit la vérité aux Valdoisiens sur l'état des finances du département, de l'héritage socialiste, des conséquences de la crise économique et de l'impact des décisions du gouvernement. L'exemplarité dans notre gestion quotidienne avec la recherche permanente d'économies, des dépenses de fonctionnement et de personnel parmi les moins élevées de France, ou encore la réduction des indemnités des conseillers départementaux. L'exemplarité enfin en assumant nos compétences de collectivité de proximité et notre rôle d'élu de terrain. Pour l'année 2016, nous poursuivrons la voie que nous avons adoptée depuis 2011, largement validée par les Valdoisiens en mars 2015. Il s'agit de sauvegarder les capacités d'intervention de l'institution départementale malgré les difficultés financières pour protéger les Valdoisiens et préparer l'avenir de notre territoire. En réduisant drastiquement les dotations de l'État aux collectivités et en laissant exploser nos dépenses sociales obligatoires, le gouvernement aggrave sciemment notre situation financière, pénalise nos investissements
d'investissement et donc les entreprises valdoisiennes et l'emploi local. Sans illusion quant à ses intentions envers le Val d'Oise, nous poursuivrons notre ligne de conduite en matière budgétaire. Limiter les dépenses de fonctionnement, préserver l'investissement, réduire le recours à l'emprunt et tout faire pour maintenir une fiscalité largement inférieure à la moyenne nationale. Nos priorités restent la création d'emplois et l'attractivité économique de notre territoire, notamment grâce à l'aménagement numérique, l'amélioration de nos réseaux de transport et celle de la qualité de l'environnement pédagogique offert à nos collégiens. Encore davantage, cette année qui s'annonce charnière pour la France et ses territoires, nous sommes plus que jamais déterminés à défendre les intérêts du Val d'Oise et des Valdoisiens. Nous vous adressons nos plus sincères vœux de bonheur et de réussite pour l'année 2016. Le top et le pari. Top, lors de la séance plénière du 18 décembre, nous avons validé notre adhésion à l'association Grande Couronne Capitale qui réunit les 4 départements de Grande Couronne francilienne pour porter la voix de nos départements au sein du Grand Paris et accélérer la convergence de nos politiques publiques pour un meilleur service aux habitants. Le pari, à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous entrons dans la dernière ligne droite des élections régionales en Île-de-France. Nous avons soutenu Valérie Pécresse dès le début de sa campagne dans l'intérêt du Val d'Oise, grand oublié de la région dirigée par la gauche depuis 17 ans. Malgré les méthodes indignes de son adversaire socialiste et en triangulaire avec le Front National, nous formons le vœu et le pari de sa victoire finale. Retrouvez-nous sur uvo.fr, sur Facebook /groupe UVO et sur Twitter @groupe-UVO. Groupe de la minorité départementale, socialiste et apparentée. Tous nos vœux chaleureux et solidaires à tous les Valdoisiens, avec Jean-Pierre Muller, président des S&A. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016 et vous assurons de continuer à porter vos préoccupations au sein du département. Reste au collège, un dispositif qui ne satisfait plus, transformé en simple variable d'ajustement budgétaire par la majorité. Initié en 2009 par la majorité de gauche, le dispositif Reste au collège avait des objectifs clairs. Un repas quotidien équilibré à moindre coût. Ce fut une réussite et la fréquentation des cantines était en nette hausse. Depuis 2011 et le retour de la droite, le mouvement s'est inversé significativement. En effet, la droite a réalisé 3 augmentations des tarifs en 4 ans pour atteindre aujourd'hui une majoration allant de plus 40 à plus 100% en fonction du quotient familial du coût initial facturé en 2009. À la rentrée 2015, le repas de chaque collégien a augmenté de plus 25 centimes à plus 1,05 €, soit une hausse de près de 30%. Mais la majorité départementale ne s'arrête pas là et la droite ne se préoccupe décidément absolument pas du pouvoir d'achat des Valdoisiens. Elle leur inflige la double peine, elle augmente les tarifs de cantine pour toutes les familles et avec un nouveau mode de calcul du quotient familial indexé sur celui de la caisse d'allocation familiale, tenant compte des prestations familiales. Pour certaines d'entre elles, c'est un passage à la tranche supérieure et donc une hausse du coût du repas bien plus élevée que 30%. Tous les Valdoisiens sont touchés par cette hausse de la restauration scolaire, les plus démunis encore plus que les classes moyennes. C'est une hausse déguisée des impôts sur le dos des familles et aux dépens des collégiens, minutieusement orchestrée par la majorité. Retrouvez le groupe de la minorité départementale socialiste et apparentée sur l'adresse mail socialiste-et-apparenté.cd95@gmail.com, le compte Facebook socialiste et apparenté 95 et le compte Twitter socialiste APP 95.